Fier partenaire de Passion Auto Rétro, V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées. Et le restaurant Parmesan, tous les soirs, c'est la Dolce Vita au restaurant Parmesan. Bonne émission! Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, je vous présente un Pony Car qui a vu le jour le 26 septembre 1966. Dans le fond, c'est la réponse à GM avec le succès de la fameuse Mustang de Ford. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une magnifique Camaro RS 1969 et je vous la fais découvrir avec M. Giguère. En se ravisant en août 1964, le projet Camaro fut mis en branle et en décembre 1964, on présenta un modèle d'argile. Pour maintenir le prix compétitif, la mécanique sera empruntée à la nouvelle génération de Chevy 2. Il y aura également une très longue liste d'options pour que le consommateur puisse la personnaliser. L'administration limita le nombre de modèles à 2, un hardtop et une décapotable 2 portes, laissant de côté une version fastback. Monsieur Giguère, vous êtes propriétaire d'une magnifique Camaro 1969. Elle est unique au Québec à cause de ses couleurs et ses options. C'est ça. Vous avez trouvé cette voiture-là, cette perle rare-là, où? Bien, je l'ai pris à Montréal, mais je l'avais vu sur le parc, puis je l'ai revu à Granby. Fait qu'on était voir le propriétaire, puis dans le fin de semaine, à force de discuter, on s'est arrangé de prix. Fait qu'on l'a acheté. Bon. Finalement, un rêve de plus de réaliser. C'est ça. Là, on va retourner un peu dans le passé. Moi, je vais aller visiter un peu votre adolescence. Vous allez me parler de votre jeunesse en relation avec l'automobile. Vous avez vécu une jeunesse vraiment incroyable en relation avec l'auto, vous, là. Bien, c'était dans nos années. Hein. Vous êtes de Beaupré, premièrement? Oui, de Beaupré. Mais on a vécu dans Emma Solcar. Hein. Puis, il se passait du drag de rue assez fréquemment, surtout dans la côte de la Miche, là, à Beaupré. Ça, on va expliquer aux gens comment ça fonctionnait. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, on ne pourrait pas faire les mêmes choses. C'est des reliques du passé. Ah, oui. C'est une autre époque. Mais expliquez-moi ce qui se passait dans ces soirées-là à la côte de la Miche, dans les années 60. Ça se passait surtout vers minuit en heure. Il y en a un qui allait se placer dans le haut de la côte. Puis ceux-là qui startaient, bien, ils partaient du bas. Fait que l'autre flashait en haut. Donc, il donnait le signal. Au lieu des lumières rouges, c'était un coup de flashage, un coup de lumière. Fait que c'était le premier rendu en haut de la côte. Puis dans le temps, bien, c'était un GTO Dodge, puis une Corvette 427, 435, qui était dans les meilleurs. Des solides, là. Ouais. Fait que le gagnant, là, c'est pas mal le GTO, j'imagine, souvent. Ouais, oui, la plupart du temps, un ou l'autre, là. Mais t'avais du Chrysler, là, que c'était assez hot aussi, là. T'avais des 446 packs, puis les 420 semi. C'est des monstres. C'est des monstres, ça. Mais on a vécu là-dedans, tu sais, c'était rien que de ça. En chum, qu'est-ce qui arrivait quand le GTO arrivait toujours en premier? On se relassant dessus, je vais m'en acheter un autre, je vais aller te plancher. Y avait-tu comme une espèce de défi entre vous autres? Non, pas entre les gars, mais sauf que il y en a qui connaissaient d'autres personnes qui en avaient à Québec, puis ils les faisaient descendre pour... Justement, aller ramasser la victoire de l'autre. C'est ça, c'est ça. Ça se passait aussi autour du Mont-Saint-Anne, je pense. Mont-Saint-Anne, puis dans la traverse de Saint-Tite-Saint-Fariol. Ça, c'était le dimanche après-midi. Vous, votre première voiture, c'est quoi? J'ai eu un GTO 72. 72, première voiture. Ouais. Vous l'avez gardé longtemps? Je l'ai eu 1 an et demi. 1 an et demi, pas plus ça. Puis par la suite, vous avez acheté, je crois, un Corvette, Une Corvette, c'est ça. 73, elle était démonstrateur. Puis il m'est arrivé une petite bad luck et le feu a pris à l'intérieur. Fait que là, j'ai racheté un Pontiac Grand Prix. Fait que là, la Corvette en manquait. Fait que ma femme voulait
Une voiture, dans le temps, elle était fille. Il faut le dire, votre femme a toujours été complice avec vous dans l'automobile. Elle aime ça aussi. C'est ça. Puis, fait qu'en fin de compte, je viens d'en avoir trouvé une dans le journal un matin. C'était une Corvette 71. Fait qu'on a monté à Québec. On a été l'acheter. Puis on Une l'a gardé. 71 achetée en 74. C'est ça, avec 4 500 000. Là, vous avez réalisé le rêve de votre vie avec la voiture. Vous êtes marié avec. On s'est mariés, on a fait notre voyage de noces. Après ça, fini. La voiture est restée dans le garage plusieurs années. Puis là, je l'ai modifiée en voiture d'exposition. On a fait le tour de la province avec cette voiture-là. Bonne aventure. Tous les gros shows, on l'a fait. Cette voiture d'époque vous est présentée par le groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car en ligne sur groupenetwork.com. Le 24 juin 1969, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste bat son plein au centre-ville de Montréal. Puis sur Sherbrooke et Sainte-Catherine, des chars allégoriques sont renversés et des vitrines sont brisées. La police intervient et procède à une vingtaine d'arrestations. À la veille des élections fédérales, on soupçonne un groupe d'activistes nationalistes. Le 29 septembre, une bombe explose à la résidence du maire de Montréal, Jean Drapeau. Heureusement, personne n'est blessé, mais les bris sont importants. C'est la première fois qu'une tentative de meurtre est faite envers un dirigeant de la ville de Montréal. Le 6 décembre, les Rolling Stones sont en concert à Altamont, en Californie. Leur service de sécurité est assuré par des membres des Hells Angels. Alors que le band performe, un fan qui tentait de monter sur scène est poignardé par un gardien de sécurité. Le spectacle continue, mais la réputation du band ternit. Monsieur Giguère, vous avez réalisé votre rêve de vie avec la Corvette en voyage de noces. Là, la voiture, finalement, vous la roulez un peu moins, vous la gardez dans le garage. Vous allez quand même dans les expositions, mais avec un trailer fermé. Hein? C'est ça. Parce que j'avais tout. Elle était toute chromée. Tout le dessous de la voiture, le moteur. Bien, dans le temps, c'était ça. Hein? C'est un show-car. Hein? C'est ça. Si tu voulais gagner, il fallait que tu en mettes. La Corvette, vous la gardez pendant plusieurs années. Vous avez vendu votre Corvette il y a environ 4 ans, je crois. C'est ça. Et c'est là qu'arrive l'histoire de notre fameuse voiture qui était un rêve, qui est une pièce unique. C'est ça. Je l'avais vu sur le pack, puis ça ne me tentait pas d'aller à Montréal. Assez souvent, tu arrives là, puis tu es déçu, tu sais. Ouais. Fait qu'on a été à Granby. D'un coup, je dis à ma femme, regarde, c'est le Camaro qui était sur le pack, on va aller le voir. Discute, il avait baissé son prix. Je lui demande, j'ai dit, viens-tu demain? Ah, il dit, oh, oui, je reviens demain. Fait que le soir, à l'hôtel, on en discutait tous les deux. Ce qu'on fait. Ah, OK. On y va. On y va. Fait que le lendemain, on va le voir, on discute encore. Là, on s'est rencontrés dans le prix. OK. Fait que je l'ai acheté. Là, dans quel état il est? Vous avez une voiture, on sait, elle est rare. Il y en a une au Québec dans ce package-là. Là, dans quel état elle est, la voiture? La carrosserie, elle était faite. Comme on la voit Comme ici? elle est là. Comme C'est elle est là. ça. Le moteur, la mécanique était faite. Sauf l'intérieur n'était pas mon goût. L'esthétique du moteur, je voulais avoir parfait. Fait que, en tout cas, j'ai fait venir des pièces, puis j'ai changé l'intérieur. Du fine tuning, on appelle. C'est ça. La petite vis qui n'est pas belle, le cuirette qui est usé ou craqué, on y va comme ça. C'est ça. Je voulais l'avoir à l'état neuf. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais le résultat, c'est qu'il est à l'état neuf. C'est ça. Absolument. C'est ça. Là, la voiture, dans la vie de tous les jours, c'est une voiture que vous roulez l'été régulièrement? Pas régulièrement. Je te dirais, regarde, là, ça fait 3 ans, là, elle a 1800 000. De fait. Ouais. Fait que c'est Donc, pas beaucoup. Là. Si je comprends bien, vous la sortez pour les occasions spéciales quand la température est parfaite, les conditions sont Comme là. aujourd'hui. C'est ça. Et une fois de temps en temps. Là, on a un Mustang qu'on prend plus souvent.
Mais quand il y a des expositions, là, on la prend. La voiture de tous les jours, c'est la Mustang. C'est-à-dire c'est des occasions vraiment spéciales. C'est une ça. exposition, faire C'est vraiment ça. un voyage d'auto spécial pour C'est ça. un pique-nique, par Une exemple. randonnée, là, on la prend. Quand il fait très beau. Parce que je ne le savais pas qu'elle était rare. Je ne le savais pas. C'est le monsieur qui me l'a dit. Tu sais, moi, je la trouvais belle. Fait que j'ai dit, on va l'acheter, elle est belle. Puis... Mais c'est après, il m'a dit ça, que... C'est lorsqu'on va dans les détails d'une voiture C'est comme ça, qu'on regarde le type d'option, le type de moteur, la transmission, tout ça, qu'on réalise C'est ça. que notre voiture, comme ça, elle est quasiment unique. C'est surtout la couleur, hein? Elle a sorti de la compagnie comme ça. L'intérieur, extérieur, a sorti comme ça. En 1969, la carrosserie hérita de modifications mineures, dont la principale était le capot, plus agressif, appelé Call Induction. Également, un nouveau moteur de 427 pouces cubes et de 425 chevaux était au catalogue. Pas moins de 9 moteurs étaient disponibles. 2 6-cylindres de 230 et 250 pouces cubes, bons pour 140 et 155 chevaux. Des V8 de 302, 327, 350 et 396 pouces cubes, quant à eux, produisaient de 210 à 375 chevaux. Bienvenue à cette série de chroniques sur l'histoire des motorisés. Tout en faisant mes recherches, je me suis posé 2 questions. Qui ont été les premiers inventeurs des motorisés et en quelle année? Difficile de ne pas oublier les gitans, qui vivaient dans leurs caravanes en bois, tirés par des chevaux, ou les soldats des guerres des années 1800, qui se rendaient sur les champs de bataille dans de rudimentaires cabanes équipées du minimum nécessaire. Mais qui dit motorisé dit moteur. Il faudra donc attendre le début du 20e siècle et l'arrivée officielle de l'automobile pour parler de vrais motorisés. Le terme motorhome est arrivé beaucoup plus tard, soit dans les années 50. Mais dès l'arrivée sur le marché du célèbre modèle T, il y a eu quelques illuminés qui ont pensé que ce serait bien d'utiliser le châssis de la voiture Ford pour en faire une petite maison ou un campeur mobile. Le résultat n'a pas toujours été très esthétique, ni même probant ou pratique. Mais sans le savoir, ces pionniers ont créé les bases de ce qui allait devenir une véritable façon de vivre typiquement américaine, qui deviendrait presque une religion pour des décennies à venir. Pour simplifier la construction, on utilise presque toujours, dans les années 20, le châssis du camion TT de Ford. Les résultats sont parfois intéressants, parfois un peu bizarres. Les plus sérieux arrivant à vendre plusieurs modèles, les moins sérieux arrêtant la production rapidement, étant donné la piètre qualité d'assemblage et les multiples problèmes que les clients rapportent continuellement. Dans les années 50, les meilleurs assembleurs américains signent des contrats avec les 3 grandes automobiles pour s'assurer de placer la partie que l'on appelle la maison sur des châssis solides et stables. Dès lors, les clients en sortent gagnants. Non seulement les motorisés deviennent plus fiables, mais procurent aussi beaucoup de plaisir à utiliser sur les terrains de camping du pays et sur les routes. Les différentes crises économiques et les hausses des prix de l'essence ont eu raison de plusieurs petites compagnies dans les dernières décennies, mais les plus solides sont encore là aujourd'hui. La qualité générale des motorisés, bien qu'encore imparfaite, s'est quand même nettement améliorée dans les 20 dernières années. Dans les prochaines semaines, il va me faire plaisir de vous présenter les motorisés les plus originaux et intéressants des 60 dernières années. Ce volet vous est offert par l'indispensable programme d'assurance pour voitures antiques Silver Wheel Plan. Silver Wheel Plan, distribué par Rochefort-Perron, Billette et Associés de Valleyfield. Jocelyne, le Festival Rétro de Joly a 15 ans cette année. Vous êtes la présidente depuis 2 ans, c'est ça? Exactement, ça fait 2 ans que je suis présidente. Auparavant, j'étais dans le comité depuis 2008, mais président, c'est l'an dernier et cette année. Qu'est-ce que vous avez présenté cette année pour la 15e édition?
Nous avons présenté René Martel dimanche après-midi. Nous avons eu dimanche soir Elvis Forever, si je ne me trompe pas. Et on a eu le samedi, entre autres, Patrick Zabé, Châtelaine, Pierre Perpol. On a eu également Jenny Rock. On a eu des groupes le vendredi soir, CCR, le groupe Kalamazoo, qui faisait un hommage à CCR. On a eu un Poésie, qui faisait un hommage à Corbeau et à Marjo également. Puis différents groupes tout au long de la fin de semaine pour tous les goûts, en fait. Il y a beaucoup de spectacles, mais il faut savoir, pour les gens qui vont peut-être y aller dans les prochaines années, Festival Rétro de Jolie, il y a beaucoup de services également. Expliquez-nous un petit peu la clientèle que vous servez ici. Bon, ici, on a, entre autres, de la restauration sur le site même. On a aussi une avenue des pas perdus qu'on appelle des petits kiosques, les gens vendent des choses. On a à l'école une exposition de véhicules antiques. Cette année, on a eu, entre autres, la venue du Club Mustang de Québec. Donc, les Ford Mustang, ça fait 50 ans qu'ils existaient. Et le Club Mustang, ça fait 25 ans, eux, à Québec. Ils nous ont demandé de venir faire un tour. On les a accueillis sur notre site. À l'école également, à l'intérieur, il y a une exposition de l'artisanat, des dames qui font un peu toutes sortes de choses, puis ils vendent leurs articles, de la peinture, des bijoux, etc. On a aussi une piste de danse qui a été aménagée sous le chapiteau des Jardins pour recréer l'ambiance des années 70, là, quand elle est veillée, puis avec un orchestre. C'est les Barniques qui ont fait le spectacle les samedis et les dimanches. Puis ça a été très, très apprécié. Vous, après 2 ans de mandat, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec vous, des commanditaires également. On pourrait peut-être remercier certaines personnes? Oui, nos commanditaires, on en a depuis le début presque, comme la Clé de Sol, on a la Promutuelle, Desjardins, la municipalité, on a la Cache, Chevrolet, Baudouin Automobile. On a aussi cette année, au niveau des VR, Roulotte Chaudière. On en a vraiment beaucoup. Ils sont toutes nommés sur notre site Internet, le festivalretrodejolie.com. Et je remercie grandement tous nos commanditaires, mais je ne peux pas toutes les nommer. Là, on en a beaucoup. Et vous, comme présidente, après 2 ans, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans votre rôle? Ce que j'ai aimé, c'est vraiment, ça apporte une expérience dans mon CV, je pourrais dire, en fait. Et c'est de voir, tu dis, c'est toi là, qui mène ça. Là. Il faut que tu gères, en fin de compte, tous les départements, les bénévoles. Bon, s'ils ont des questions, n'importe quoi, c'est moi qui s'occupe de ça. Les médias. OK, quand tu as des entrevues à faire, quand les artistes arrivent, bon, moi, je vais les voir, je les accueille. Donc, c'est beaucoup de choses, mais c'est très valorisant. Donc, les gens qui voudront assister peut-être dans les prochaines années, c'est sur le site Internet qu'on a toutes les informations? Exactement. Toutes les informations sont là. Même si vous voulez aller camper quelque part, rester autour les motels, on a vraiment tout. La restauration autour, on a tout sur le site festivalretrodejolie.com. Merci beaucoup, Jocelyne. Bienvenue. Monsieur Fortier, vous êtes maire de Jolie. On est ici aujourd'hui pour parler du Festival Rétro de Jolie. Il y a 15 ans, ça a commencé comment, en fait? Ça a commencé par un petit groupe de personnes qui voulaient, il y a le comité des loisirs du temps, qui voulait réellement faire quelque chose à Jolie. Et puis, ils sont venus nous rencontrer à la municipalité, puis on dit on voudrait faire un festival. Donc, nous autres, en tant qu'élus municipaux, c'est certain, quand quelqu'un arrive avec un projet, on ne vire pas de bord, on commence à regarder c'est quoi, puis ça implique qui, puis on est capable de le faire. Puis... Mais là, après 15 ans, quels sont les services que la municipalité offre justement à l'organisation? C'est un soutien permanent. Disons que l'organisation comme celle-là, c'est une corporation de développement économique qui l'administre. Ça, à la 4e année, on a formé ça là, réellement pour stabiliser les choses puis donner de la force à notre organisme. Et puis aujourd'hui, c'est un soutien. La municipalité soutient l'organisme, mais l'organisme il vit d'elle-même. Les gens qui sont là sont devenus autonomes. Quand ils viennent me voir, c'est parce qu'il y a un problème. C'est quoi votre plus grande fierté par rapport au Festival Rétro? Parce que quand les gens sont venus au début, des fois, on veut leur faire confiance, mais c'est quoi votre plus grande fierté? La plus grande fierté, c'est de voir tous ces bénévoles qui s'affairent à la réussite de l'organisme, puis c'est de voir partir les gens heureux. Quand ils repartent de Jolie, ils partent heureux. Et, la plupart vont louer leur terrain de camping pour l'année d'après. On est beaucoup moins stressé après 15 ans qu'on l'était dans les premières années où on arrivait toujours à la dernière minute et on courait tout le temps. Maintenant, l'équipe est là, tout le monde est plus calme. Et ça va bien. Ça. Bravo, absolument. Merci.
43 085 acheteurs se sont procurés une Camaro en 1969, dont 3 675 aux couleurs de la voiture de tête des 500 000 d'Indianapolis. Le prix de base se situait à 2 638 $ et grimpait à plus de 3 500 avec l'option Pacecar. Monsieur Giguère, parlez-moi un peu de votre mécanique, parce que je l'ai entendu, c'est une chanson à nos oreilles. C'est un violon, ce moteur-là, c'est incroyable. C'est un moteur qui torque énormément, j'imagine. Combien qu'on sort de HP d'un moteur comme ça? Sur le dyno, il l'a monté 5 fois. Puis le plus haut qu'il a monté, c'est 437 HP. HP. Au niveau du torque aussi, ça doit être très élevé. C'est ça. Sur la route, voiture rigide, voiture qui se comporte bien? Non, ça va très bien, le Camaro. Très bien. La portée est bonne? Est très bonne. Tenue de route, ça doit être un peu américain, veut pas? C'est comme il disait, là, à haute vitesse, dans les détours. Mais ils flottaient tous. Mais c'est ça. Effectivement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Mais c'est une voiture agréable, on a du plaisir à la conduire dans ses limites, bien sûr. On sait qu'en ligne droite, il n'y en a pas de limite, mais dans un virage, il peut y en avoir un peu. C'est ça. En terminant, vous avez un autre rêve que vous êtes en train de réaliser. Je voudrais que vous m'en parliez un peu. Oui, ça fait 1 mois, là. Je m'ai procuré une Camaro SS 350, mais moins de force que celle-là, à 300. Elle vient d'Albany, New York. Mais je l'ai acheté d'une personne de Montréal, là, lui, il était tanné. Fait que on va la mettre semblable à celle-là, aussi belle que celle-là. C'est un gros projet ou un petit? La même chose que celui-là. Refaire l'intérieur et l'esthétique du moteur. Mais elle va être semblable à celle-là, elle va être aussi propre que celle-là. Un autre rêve de réaliser? C'est ça. Là, je pense que c'est le dernier. Là. Fait que ma femme, on dit jamais ça. Oui, mais là, ma femme... Un peu. C'est vrai qu'il faut jamais dire ça. Je vous remercie beaucoup, M. Giguère. C'est super intéressant. Ça fait plaisir, Eric. Merci. Mario, la semaine dernière, on a vu que la ville de Lévis prenait beaucoup d'expansion économique causée par le flux de chemin de fer et que là, pour Québec, il fallait un pont pour traverser de l'autre côté. Effectivement. Alors, le pont est vraiment réclamé sérieusement à partir de 1890. Là, la population, les gouvernements, tout le monde en parle. On a besoin vraiment d'un pont pour le transport ferroviaire. Et à partir de 1903, on donne un contrat à la compagnie Bridge Company de Phoenix, en Pennsylvanie, pour construire le pont. On engage l'ingénieur Theodore Cooper. M. Cooper est un ingénieur très réputé. Il est en fin de carrière et il accepte de construire le pont de Québec parce que pour lui, ça va être une belle façon de sortir avec une belle fiche de route. Son dernier défi. Exactement. Ouais. Puis pour le finir en beauté, il modifie les plans, il rallonge le travée central, la largeur du pont, pour justement avoir le record mondial du plus long pont au monde de type porte-à-faux cantilever. Donc, c'était pour impressionner la galerie, dans le fond. Exactement. Puis il y avait le salaire à 4 000 $ par année. Beaucoup d'argent pour l'époque. Pour toute la construction. Alors, c'est beaucoup d'argent à l'époque. D'abord, le pont est conçu pour 85 pieds de largeur. On le fait à 92 pieds. L'endroit choisi, naturellement, est l'endroit le plus étroit entre les deux rives. D'où le mot Québec, qui veut dire où la rivière se rétrécit, donc c'est l'endroit parfait. Exactement. Par contre, c'est l'endroit du fleuve où est-ce qu'il est le plus profond. On a des failles jusqu'à 190 pieds de profondeur à cet endroit-là. Mais c'est pas grave, les piliers centrales, pas les piliers centrales, excusez, les piliers de porte-à-faux, alors les caissons, à chaque bout, là, on a construit des caissons pour aller chercher vraiment l'assise, la roche au fond. C'est pour enraciner le pont. En fait, c'est les deux piliers qui tiennent exactement. Du pont. Du côté sud, on a dû faire des caissons de 85 pieds et du côté nord de 50 pieds. Mais travailler dans des caissons, quand on descend là-dedans, c'est 45 livres au pouce carré de pression d'air. On a un peu le même phénomène lorsqu'on nage profondément. En fait, ça fait de la pression sur les tempes. Exactement. Alors, on descend là-dedans et puis on ne doit pas rester là plus qu'une heure et demie. Si on reste plus longtemps, les gars ressortaient de là. On saignait des yeux, des oreilles. À ce point-là. Et puis là, c'était la course folle, un coup qu'on était sorti pour aller dans des bassins d'eau chaude avec des sondes, pas des sondes, des aimants sous les pieds pour comme alimenter la décompression, si on veut. On a même découvert que certains employés travaillaient en état d'ébriété et eux supportaient mieux la pression d'air. Alors,
qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas empêché les employés de travailler. On a fait prendre de l'alcool aux autres. Pour pouvoir augmenter la performance, qu'ils restent plus longtemps dans le trou puis qu'ils fassent plus d'ouvrages avant de remonter. Exactement. Et quand on creusait pour pogner une roche, on décidait de dynamiter. On sortait pas les hommes, on les laissait dans les caissons. Collez-vous ces parois puis priez pour recevoir rien. Eh mon Dieu, je veux dire, on ne verrait pas ça aujourd'hui. Exactement. Non, c'est vraiment de la stupidité à l'époque. La sécurité, il n'en existait pas. Alors, quand le pont fut presque terminé, on a commencé à voir déjà des problèmes structurels. Il y avait des craquements, des écartements, la fameuse poutre 1-9L qui a été identifiée. On envoie les télégrammes à Theodore Cooper, l'ingénieur ici en place. On se communique. Alors, on n'avait pas de texto et d'Internet à cette époque-là. Fait que les télégrammes, c'était un peu plus long. Et malheureusement, le dernier télégramme qui est arrivé le 29 août arriva trop tard. Et là, la semaine prochaine, on va parler malheureusement d'une catastrophe. Merci, Mario. C'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Ces belles autos d'hier vous ont été présentées par J.A. Larue, manufacturier de souffleuses à neige industrielles, distributeur d'équipements de pavage Lee-Boy et de compaction Dynapac. Et le restaurant Parmesan, tous les soirs, c'est la Dolce Vita au restaurant Parmesan.